Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence à destination des chefs d'entreprise, des RH, des élus de CSE et des délégués syndicaux sur le handicap en entreprise. Jury Travail a en effet souhaité s'associer à la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées en organisant cette webconférence. Avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un grand nombre d'articles sur l'actualité juridique et c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une très riche base documentaire juridique que nous avons souhaité rédiger dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de courrier ou de contrats, ainsi qu'à une équipe de juristes basée à La Rochelle, qui répondent à vos questions par téléphone. Et à la fin de la webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de poser votre première question gratuitement à nos juristes. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître Anne-Laure Bélanger, avocate au barreau de Nantes, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui, ainsi que Clémentine Picori, que je félicite puisqu'elle a obtenu le CAPA lors de la dernière webconférence. Elle était encore avocate stagiaire et maintenant elle est titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et donc, lors d'une prochaine webconférence, je l'appellerai Maître Picori. Donc, toutes deux avaient déjà animé une précédente webconférence avec Jury Travail sur les enquêtes à mener en entreprise en cas de harcèlement. Et je suis ravie de les retrouver aujourd'hui pour cette webconférence qui nous tient particulièrement à cœur. Bonjour à vous, maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Merci de votre invitation et nous aussi, nous sommes ravis d'échanger aujourd'hui sur ce thème qui nous aussi nous tient à cœur et que nous trouvons crucial. Et bonjour Clémentine, et merci d'être avec nous également. Bonjour à tous, merci également pour votre invitation et merci Myriam pour vos félicitations. De rien. Donc, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence pour collecter vos questions. Nous les avons transmises à nos invités qui vont y répondre au cours de la webconférence. On a prévu une durée de 45 minutes. Nous allons essayer de nous y tenir, mais on pourra peut-être déborder un tout petit peu. Je préfère vous prévenir à l'avance parce que c'est un sujet quand même assez dense. Et comme d'habitude, vous recevrez à l'issue de la webconférence d'ici quelques jours, vous recevrez par email la vidéo de cette conférence. Alors, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet questions, dans la partie située à droite de la vidéo. Et je remercie vivement ma collègue Marine qui répondra à toutes vos questions en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître Bélanger ou Clémentine Picori, dont vous voyez les coordonnées à l'écran et je vous les remettrai à la fin de la conférence également. Donc, toutes les questions reçues ont été regroupées sous différentes thématiques. Alors, je m'excuse par avance pour tous les sigles employés, mais ce sujet en emploie vraiment énormément. Donc, le premier thème que nous aborderons, c'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, autrement appelé OETH. Nous évoquerons ensuite la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, donc la DOETH. Puis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc la RQTH, et c'est le dernier sigle, heureusement. Enfin, nous verrons donc comment mettre en place une politique handicap au sein d'un groupe ou d'une entreprise.
Commençons tout d'abord par rappeler ce que recouvre l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. À quelles entreprises s'applique-t-elle et comment remplir ces obligations? Donc, je vous laisse la parole. Oui, merci Myriam pour cette première question. On peut d'ores et déjà indiquer que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est l'obligation pour les entreprises d'employer 6% de travailleurs handicapés parmi son effectif total, à temps plein ou à temps partiel. Ce taux d'emploi de 6% est révisable tous les 5 ans, depuis le 1er janvier 2020, pour tenir compte de la prévalence des personnes en situation de handicap dans le marché du travail. Alors d'abord, qu'est-ce qui est entendu par la notion de travailleur handicapé ? Il s'agit de toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. C'est l'article L5213-1 du Code du travail qui définit cette notion. Bénéficie en plus de l'obligation d'emploi par application de l'article L5212-13 du Code du travail les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou tout autre régime de protection sociale obligatoire. Les titulaires d'une pension d'invalidité sous certaines conditions, à condition notamment que l'invalidité des intéressés réduise au moins de 2/3 leur capacité de travail ou de gain. Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité, les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Si on peut se tourner sur les entreprises concernées par cette obligation d'emploi, la réponse à cette question, ce sont donc toutes les entreprises d'au moins 20 salariés. Les effectifs doivent être calculés au niveau de l'entreprise depuis le 1er janvier 2020. Jusqu'alors, le périmètre n'était pas celui de l'entreprise, mais de l'établissement. Dès lors que le calcul dépassait 20 salariés dans l'établissement, l'employeur était soumis à l'obligation d'employer 6% de travailleurs handicapés. En revanche, ça signifiait que si les différents établissements ne dépassaient pas un effectif de 20 salariés, l'employeur n'y était donc pas assujetti. Et en prenant en compte le périmètre de l'entreprise, donc depuis le 1er janvier 2020, plutôt que de l'établissement, l'employeur est susceptible d'être assujetti à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés plus importante. Davantage de travailleurs handicapés vont donc être intégrés dans les entreprises. Alors concrètement, comment remplir cette obligation ? Il y a plusieurs solutions. D'abord, il est possible d'embaucher et d'accueillir des travailleurs handicapés. Donc, il faut savoir que les employeurs sont libres de conclure les contrats qu'ils souhaitent pour remplir leurs obligations d'emploi, c'est-à-dire CDD, CDI, contrat de professionnalisation, contrat aidé, temps plein ou encore temps partiel. Les entreprises peuvent également accueillir des travailleurs handicapés en stage ou en période de mise en situation professionnelle. La particularité, c'est qu'avant 2020, les entreprises ne pouvaient que s'acquitter partiellement de cette obligation puisqu'elles étaient limitées à accueillir des stagiaires à hauteur maximum de 2% de l'effectif total de l'entreprise. Donc cette limite n'existe plus aujourd'hui. Ensuite, la deuxième option, c'est de faire application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé, prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de 3 ans, sachant que cette durée est renouvelable une fois. Donc la durée totale de l'accord est limitée à 6 ans. Au-delà de cette limite, l'employeur ne peut plus mobiliser cette option pour satisfaire à son obligation d'emploi, mais il pourra quand même négocier des accords concernant le handicap, par exemple au travers d'un accord QVT. Mais nous reviendrons dessus plus tard. Enfin, troisièmement, il a la possibilité de contribuer annuellement pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Les modalités de calcul de la contribution annuelle sont prévues par décret à l'article D5212-20 du Code du travail et elle est égale au nombre de bénéficiaires de l'obligation multiplié par 400, 500 ou 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. Parce qu'effectivement, depuis la réforme de 2020, le fait de conclure des contrats avec le secteur aidé ou protégé, donc par exemple des contrats de fourniture, des contrats de sous-traitance ou de prestation de services, ce n'est plus considéré comme un moyen de satisfaire l'obligation d'emploi. Donc avant, c'était une 4e option. Par contre, cela va compter pour déduire la contribution. Cette mesure, elle a pour but de favoriser l'emploi direct des travailleurs handicapés.
Donc, pour satisfaire son obligation d'emploi, l'employeur va pouvoir bénéficier de différentes aides financières, notamment pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées ou pour participer au coût d'adaptation de son poste de travail, également pour le renforcement de l'encadrement, sachant que cette demande doit être formulée auprès du préfet du département où se situe l'établissement, ou encore pour compenser la lourdeur d'un handicap. Très bien, merci beaucoup. Alors, quels aménagements un employeur doit-il prévoir pour accueillir un travailleur handicapé dans son entreprise? Alors, l'employeur reste tenu d'une obligation de non-discrimination, ça reste le principe phare. Il ne peut donc pas sanctionner, ni licencier ou écarter d'une procédure de recrutement un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap. Il est également tenu à une nécessaire égalité de traitement. L'employeur doit prendre des mesures appropriées permettant aux salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à un emploi, de conserver un emploi correspondant à leur qualification et de progresser. Par exemple, il peut s'agir d'adapter le poste de travail, l'accès au lieu de travail, l'outillage des machines ou ce genre d'obligation, sachant que le refus de prendre en charge des mesures appropriées est constitutif d'une discrimination. Donc, peut être constitutif d'une discrimination. On a un exemple dans un arrêt du 3 juin 2020 rendu par la Cour de cassation. Concernant l'accès aux lieux, ils doivent être accessibles quel que soit le handicap. Les dérogations ne sont possibles que sur autorisation du préfet et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Qu'est-ce que veut dire un lieu de travail accessible ? C'est lorsque les travailleurs handicapés peuvent accéder à ces lieux, y circuler. Il est possible de aussi évacuer les lieux, se repérer, communiquer avec la plus grande autonomie possible. Il faut le préciser, même si ça semble évident, mais ils doivent disposer de sanitaires appropriés, c'est-à-dire permettre à des personnes en fauteuil roulant d'accéder à des sanitaires et à un lavabo de manière autonome et d'accéder aux locaux de restauration. Plus généralement, l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité, c'est-à-dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour préserver la santé des salariés et donc des travailleurs handicapés. L'employeur est donc ainsi tenu de respecter les préconisations du médecin du travail, justifiées par des considérations liées à l'âge, à l'état de santé physique ou psychique du travailleur, et en cas de non-respect des préconisations médicales, par exemple des préconisations d'horaire qu'aurait rendu le médecin du travail pour un travailleur handicapé, l'employeur est considéré comme avoir manqué à son obligation de santé-sécurité, ou pourrait être considéré comme avoir manqué à son obligation de santé-sécurité. Sachant que le refus réitéré de suivre les préconisations médicales et par exemple le fait de forcer un travailleur handicapé à effectuer des tâches qui seraient contraires à ces préconisations du médecin du travail peut s'analyser en une situation qui rentrerait dans la qualification du harcèlement moral. La Cour de cassation, par exemple, a jugé que l'employeur qui s'obstine à ne pas respecter les indications données par le médecin du travail et à faire exécuter aux salariés des tâches interdites, sous prétexte qu'elle faisait partie intégrante de son travail, a commis des faits de harcèlement moral. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2010 qui est venu préciser de façon un peu plus circonstanciée cette définition. Par ailleurs, le travailleur handicapé peut aussi profiter, si cela lui est bénéfique, du dispositif de télétravail. Et en cas de refus par l'employeur d'accéder au télétravail pour le salarié handicapé, l'employeur doit motiver sa décision. Si un salarié est licencié, précisons aussi que le préavis de licenciement est doublé dans la limite de 3 mois, sauf si la convention collective et les usages prévoient un préavis d'une durée supérieure ou égale à 3 mois. Précisons quand même que des fois on fait un petit peu l'amalgame avec l'indemnité compensatrice de préavis. Si on double la durée du préavis, ça ne veut pas dire doubler l'indemnité compensatrice de préavis. La Cour de cassation est venue préciser, notamment par exemple lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail et donc le contrat rompu. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, dans une autre question qui nous a été envoyée, c'est sur le référent handicap. Dans quelles entreprises est-il obligatoire? Qui peut être référent handicap et quelles sont ses missions?
Alors, un référent handicap doit être désigné au sein des entreprises de plus de 250 salariés pour, je cite le Code du travail, accompagner, orienter et informer les personnes en situation de handicap. Donc, c'est l'article L 52-13-6-1. Il n'y a aucune autre précision qui n'est donnée sur la qualité de ce référent. Mais pour que sa désignation soit la plus cohérente possible, il vaut mieux que ce soit un salarié qui s'occupe déjà des travailleurs handicapés dans l'entreprise, comme par exemple un responsable ressources humaines ou un responsable RSE. L'AGFIP a publié une fiche destinée à éclairer les entreprises et les salariés sur le rôle de ce référent handicap. Elle a proposé plusieurs missions principales, elle les a identifiées. On peut retenir les 4 suivantes. Donc, informer, orienter, accompagner les salariés en situation de handicap, en particulier à certains moments clés comme l'entrée en formation, le retour après un long arrêt, l'évolution de l'organisation, l'évolution professionnelle, etc. Également, une autre mission du référent handicap pourrait être le fait de sensibiliser et d'outiller les acteurs internes au recours aux entreprises adaptées, aux établissements ou aux services d'aide par le travail ou aux travailleurs indépendants handicapés. Une autre mission pourrait être celle d'organiser des actions d'information et de sensibilisation en direction de l'ensemble des salariés ou des actions ciblées, donc par exemple avec des recruteurs, des managers, des services supports. Et un autre exemple de mission, c'est celle de communiquer en interne sur le plan d'action handicap, de communiquer des résultats ou des expériences qui auraient été réussies. Très bien. Et du coup, puisqu'il y a obligation, il y a forcément des sanctions derrière si elles ne sont pas remplies. Donc, à quelles sanctions s'expose un employeur qui ne respecterait pas ses obligations en la matière ? Alors, tout à fait. Il y a des sanctions qui sont prévues pour rendre effectif ce dispositif. Le contrôle s'effectue au moment de la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés. Un petit retour en arrière, puisque on le connaissait bien avant le 1er janvier 2020, en cas de non-respect de l'obligation d'emploi, notamment si l'employeur n'embauchait pas le nombre de travailleurs handicapés, ou s'il ne justifiait pas d'autres moyens de mise en œuvre de son obligation d'emploi, il devait verser, pour chaque emploi non pourvu, une pénalité au trésor public. Cette notion de pénalité n'existe plus en tant que telle. En cas de non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'employeur verse une contribution annuelle à l'AGFIP par le biais de l'URSSAF. Elle est calculée en fonction du nombre de travailleurs handicapés que l'employeur aurait dû employer, comme on l'a évoqué précédemment, sachant que pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi et qui n'ont passé aucun contrat ou n'appliquent aucun accord collectif, la limite de la contribution est portée à 1500 fois le SMIC. C'est en cela donc qu'il s'agit d'une surcontribution et on retrouve cette notion à l'article L 5212-10 du Code du travail. Par ailleurs, un employeur qui sanctionne, licencie ou refuse d'embaucher un travailleur en raison de son handicap est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Oui, c'est assez dissuasif, en effet. Donc, venons-en maintenant à la déclaration obligatoire de travailleurs handicapés, donc la DOETH. À quelle fréquence cette déclaration doit-elle être faite et que doit-elle contenir, Clémentine ? Alors, la déclaration obligatoire de travailleurs handicapés doit être faite à la fois mensuellement, voire annuellement pour certaines entreprises. Donc d'abord, mensuellement, au moyen de ce qu'on appelle la DSN, c'est la déclaration sociale nominative, pour toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'elles doivent toutes déclarer mensuellement le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, y compris celles qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi, c'est-à-dire les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés. Et depuis le 1er janvier, dans la DSN, il y a une rubrique spéciale intitulée « Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ». Ensuite, il y a une déclaration annuelle, donc également au travers de la déclaration sociale, de la DSN. Ça concerne toutes les entreprises de plus de 20 salariés cette fois-ci, donc toutes les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, sachant que pour les entreprises à établissements multiples, l'employeur va devoir choisir un établissement déclarant, lequel va disposer des informations à déclarer de toute l'entreprise. En pratique, cette déclaration est réalisée dans la DSN afférente au mois de février, laquelle est exigible au mois de mars sur la période de référence de l'année précédente, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
L'employeur va devoir déclarer le nombre de salariés travailleurs handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs. Également, le montant de la contribution initialement due avant les éventuelles déductions, le montant des déductions non plafonnées, le montant de la contribution AGFIP effectivement due et, le cas échéant, l'application d'un accord agréé de branche, de groupe ou d'entreprise. Et à défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme n'ayant pas satisfait à son obligation d'emploi. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste une petite question subsidiaire, alors ce qui n'est plus en lien avec la DOE-TH, mais on a beaucoup d'employeurs qui nous posent cette question en ce moment sur le chat. Est-ce qu'un employeur a le droit de demander aux salariés s'ils sont RQTH ou pas? Est-ce que ce n'est pas discriminatoire? Non, il n'a pas. En fait, en tout cas, le salarié n'est pas obligé de répondre. C'est-à-dire que c'est le salarié qui fait le choix de faire savoir ou pas à son employeur si il bénéficie d'une RQTH. D'accord. Donc, l'employeur peut poser la question, mais le salarié n'est pas tenu de répondre, pour résumer. Oui, peut poser la question. J'aurais même un léger doute là-dessus. Je dirais on est dans la zone rouge. D'accord. Oui, et en tout cas, le salarié fera ce qu'il veut dans la réponse qu'il apportera. Ça, tout à fait. Oui. Alors, on revient à notre DOE-TH. Et donc, effectivement, sur le mode de calcul des effectifs des entreprises qui a changé cette année, et des modulations de contribution sont prévues donc jusqu'en 2024. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Alors, le mode de calcul des effectifs dépend de l'effectif dit sécurité sociale, mesuré en moyenne sur l'année et non plus au 31 décembre de l'année de référence. La conséquence, c'est que le seuil de 20 salariés doit être atteint pendant 5 années consécutives pour que l'entreprise soit soumise à l'obligation d'emploi. Alors que jusqu'alors, les entreprises bénéficiaient d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec leurs obligations d'emploi. Et pour calculer les effectifs, on se base sur les règles de décompte des effectifs sécurité sociale. Donc, le CDI est pris en compte entièrement, il compte pour une unité. Le CDD est pris en compte au prorata de son temps de présence à l'année et le temps partiel est pris en compte au prorata de son temps de présence au mois. Alors, il y a effectivement une modulation du montant de la contribution annuelle qui est due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui est proposée par l'URSSAF, ce pour limiter les éventuelles hausses de la contribution liées aux nouvelles modalités de calcul. Donc, au titre de l'année 2020, donc là, on va plutôt donner des chiffres assez précis, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de 30% jusqu'à 10 000 euros, 50% de 10 000 euros 1 jusqu'à 100 000 euros et 70% à compter de 100 000 euros 001. Puis, pour les années 2021 à 2024, au titre desquelles la contribution est due, un abattement unique est appliqué sur le montant de la hausse de la contribution par rapport à la contribution due au titre de l'année précédente, c'est-à-dire pour l'année 2021, 80% de la différence, 2022, 75% de la différence, 2023, 66 et enfin 2024, 50% de la différence. Très bien, merci beaucoup. Donc oui, des améliorations des modulations sont bel et bien prévues. Et la loi prévoit-elle aussi des minorations du montant de la contribution, et si oui, lesquelles ? Alors, en fait, le mécanisme de minoration, il a été supprimé par la réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ce mécanisme, il permettait de réduire le nombre de bénéficiaires et donc le montant de la contribution annuelle. Concernant la minoration qui était octroyée pour embaucher un travailleur handicapé de plus de 50 ans, alors elle est supprimée, mais à la place, elle va être compensée par un mécanisme dit de survalorisation. C'est-à-dire que le nombre de travailleurs handicapés employés dans l'entreprise va être survalorisé à chaque travailleur handicapé de plus de 50 ans. Et en dehors des mécanismes de minoration, il faut savoir que l'employeur peut déduire certaines dépenses
à hauteur de 10% de la contribution qui est due. Donc, il y a une liste des dépenses déductibles qui est énumérée par le Code du travail à l'article D5212-23. Donc, il y a notamment les diagnostics et travaux en vue de l'accessibilité des locaux, les moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap qui vont favoriser le maintien et la reconversion professionnelle des travailleurs handicapés, ou encore des actions de sensibilisation et de formation des salariés par des organismes extérieurs. Et cette contribution peut également faire l'objet d'une déduction au titre des emplois nécessitant des conditions d'aptitude particulières, dont la liste est fixée à l'article D5212-25 du Code du travail, ainsi qu'au titre des contrats de fourniture, de sous-traitance et de prestation de services, à hauteur de 50% de la contribution due si l'entreprise embauche moins de 3% des travailleurs handicapés et à hauteur de 75% si elle embauche plus de 3% de travailleurs handicapés. Très bien. Alors, on va aborder notre troisième partie. En France, en fait, 85% des personnes handicapées le deviennent après l'âge de 15 ans. Donc, se pose vraiment la question du maintien dans l'emploi et de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. La liste des personnes éligibles à la RQTH est beaucoup plus longue qu'on ne le pense. Moi-même, en préparant cette webconférence, j'ai appris beaucoup de choses à ce sujet. Pouvez-vous nous donner des exemples de personnes éligibles à cette reconnaissance ? Je repartirai de la définition du travailleur handicapé qui est prévue par le Code du travail L52-13-1 du Code du travail. Alors, on rappelle, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc, sont concernées par cette définition les personnes souffrant d'un handicap, d'une maladie chronique. On peut citer notamment l'asthme, le diabète, l'insuffisance cardiaque, la sclérose en plaques, l'hépatite, ou d'un problème de santé ayant des répercussions au travail. On peut citer les problèmes de vue, les troubles auditifs, les dépressions, des rhumatismes, des allergies à certains produits. Le statut de travailleur handicapé peut être attribué dans différents cas de figure. Alors, ça peut être avoir un problème de santé ou une déficience qui répond à la qualification qu'on vient d'évoquer, sachant que la MDPH fixe la liste des maladies invalidantes de façon totalement non exhaustive et en évoquant par exemple les troubles de déficit de l'attention, la sclérose en plaques, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, la surdité ou les troubles de l'audition, les migraines, l'autisme, la maladie de Crohn, la trisomie 21 ou encore un cancer. Sachant que la RQTH est délivrée par ailleurs automatiquement pour les 3 cas suivants, être reconnu travailleur handicapé titulaire de l'allocation adulte handicapé, être invalide, avoir une maladie professionnelle ou être victime d'un accident du travail ayant donné lieu à un taux d'incapacité permanente supérieur à 10%. Alors, juste une petite question bonus, parce que c'est un sigle que nous n'avions pas encore employé jusque-là. La MDPH, c'est la maison de la personne handicapée. Départementale des personnes handicapées. Ouais. Voilà. Décidément, ce sujet n'emploie que des sigles partout. Oui, c'est vrai que plus que les autres. On ne s'en rend même pas toujours complètement compte. Alors, du coup, comment se déroule la RQTH? Auprès de quels organismes faire les démarches? Alors, sur la base de cette définition, le statut de travailleur handicapé est reconnu à titre temporaire ou définitif par ce qu'on appelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc encore un nouveau sigle, alors c'est CDAPH. Et cette commission dépend de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Concrètement, le travailleur va déposer un dossier auprès de la MDPH avec des pièces justificatives et un certificat médical. On trouve le dossier facilement sur le site servicepublic.fr. Et pour cela, donc la CDAPH, dont on a évoqué le sigle juste avant, auditionne l'intéressé et tient compte notamment des certificats médicaux. D'accord. Et les employeurs peuvent bien évidemment aider les salariés à monter leur dossier s'ils en font la demande.
Alors que l'on soit employeur, RH ou représentant du personnel, il faut parfois convaincre les salariés concernés d'entamer cette démarche qui moralement n'est pas toujours évidente à faire, afin de leur donner des arguments. Quels sont les droits des salariés RQTH? Alors, je voulais commencer en répondant à cette question par dire que on peut comprendre sincèrement les réticences de certains salariés à accomplir cette démarche, tant la question de la discrimination en raison du handicap reste une réalité. Elle est un peu taboue, mais bien réelle. Je voulais vous citer un exemple assez symptomatique. Par exemple, voilà, nous accompagnons une salariée actuellement qui s'est vue proposer une rupture conventionnelle par son employeur lorsqu'elle a adressé son diagnostic de trouble du spectre autistique et sa reconnaissance travailleur handicapé. Alors, on ne peut qu'inviter les représentants du personnel et les services RH à se saisir de ces questions de l'emploi des travailleurs handicapés en amont pour que le jour où un salarié annonce sa reconnaissance qualité travailleur handicapé, l'employeur soit familiarisé et sensibilisé à cette thématique et s'appuie sur un processus déjà négocié pour que le salarié puisse pleinement bénéficier des droits qui découlent de ce statut et se sont donc autorisés à faire reconnaître ce statut auprès de son employeur. Et parmi les droits que génère cette reconnaissance travailleur handicapé, on peut citer 5 thèmes et notamment celui de l'aide à l'orientation professionnelle, l'accès à l'emploi facilité par l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dont on a parlé plus tôt. C'est aussi l'aide à l'aménagement et l'aménagement du poste de travail, notamment au travers de l'AGFIP qui est quand même très aidante pour ça. On peut citer par exemple à ce titre le fait que les salariés handicapés peuvent bénéficier à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés qui sont propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou leur maintien dans l'emploi. On peut citer aussi parmi les droits qui découlent de cette reconnaissance travailleur handicapé, la surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail. Par exemple, le Code du travail prévoit expressément que le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'aménagement du temps de travail justifiées par le handicap du salarié. Et on peut citer dernier droit auquel on pense souvent facilement quand on parle de RQTH, c'est celui du doublement du préavis en cas de licenciement dans la limite de 3 mois. C'est un avantage non négligeable, en effet. Donc, abordons maintenant notre dernière partie sur la mise en place d'une politique handicap au sein d'un groupe ou d'une entreprise. Alors, une petite parenthèse avant d'aborder pleinement le sujet, et puis vous l'avez déjà un petit peu évoqué auparavant. Non, pardon. Alors, je suis désolée, j'anticipe sur la question d'après, moi. J'ai un coup d'avance. Donc, juste, oui, une petite précision par rapport aux élus de CSE. Doivent-ils être consultés sur le handicap dans leur entreprise? Quelles informations doivent leur être fournies par l'employeur? Et y a-t-il des obligations de négociation avec les organisations syndicales sur ce sujet? Alors, pour répondre à cette question, on fera appel aux attributions générales du CSE, tout simplement, qui sont prévues, je le rappelle, à l'article L2312-8 du Code du travail. Deuxièmement, cet article nous dit que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, notamment sur, et au petit 5, on voit les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Donc, les attributions générales du CSE le prévoient, et au terme de ces attributions spécifiques, prévues là pour le coup à l'article L2312-9 du Code du travail, il est bien prévu là aussi que dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE, et là c'est au petit point 2, contribue notamment à faciliter l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Ajoutons que le bilan annuel doit être présenté au CSE ou au comité de groupe et bien sûr, parlons des NAO, des négociations annuelles obligatoires qui comprennent le thème de la négociation, insertion et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés qui fait partie du bloc égalité professionnelle et qualité de vie au travail. Tout à fait. La représentante, enfin la déléguée syndicale que je suis est bien placée pour le savoir. Alors, comme vous l'aviez abordé précédemment, donc
Donc là, cette fois-ci, je suis bien sur la bonne question. Il faut d'abord, avant de mettre en place une politique handicap en entreprise, ou même d'accueillir des salariés handicapés en entreprise, il faut déjà mettre en place toute une communication et une sensibilisation des salariés sur le handicap. Alors là, par exemple, aujourd'hui, je suis en télétravail, je suis chez moi. Malheureusement, je ne peux pas bénéficier de cette action de sensibilisation qui est menée au sein de Groupama aujourd'hui, où en fait, ils font venir les salariés des cafés joyeux qui ont été beaucoup médiatisés. Ce sont des cafés qui sont tenus exclusivement par des personnes handicapées. Et une action que nous avions menée également précédemment et qui avait été absolument formidable et très enrichissante. J'avais été très surprise positivement de l'accueil des salariés. J'avais vraiment été très étonnée de ça. Nous avions organisé un hackathon avec l'association Paul Guinaud, qui est une association qui s'occupe de personnes déficientes visuelles. Et donc, pendant une journée, nous avons travaillé avec des personnes déficientes visuelles pour créer des maquettes d'applications qui pourraient aider les personnes handicapées au quotidien. Et ça avait été très enrichissant. Voilà, c'est juste quelques petites pistes d'actions de sensibilisation qui peuvent être menées. Et Clémentine va vous en donner d'autres. Oui, parce qu'on vous invite en fait à vous rendre sur le site de APF Entreprise France Handicap. Donc, c'est un réseau d'entreprises d'APF France Handicap et vous trouverez notamment des initiatives comme ce qu'on appelle le Work Lab. Donc, il s'agit d'un regroupement d'acteurs de l'emploi des travailleurs handicapés dans les Hauts-de-Seine qui a été créé pendant la pandémie en 2020 et qui travaille justement sur l'inclusion professionnelle. Ça va passer par un partage d'informations et de réseaux, ce qui va donner des informations ou des exemples d'actions concrètes pour favoriser l'inclusion. D'accord, très bien. Donc, le site, c'est le site APS France Handicap, c'est bien ça ? Oui, je l'ai plus précisément. Attendez, je dois l'avoir gardé par ici. Oui, c'est ça, apf-francehandicap.org. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'est une question qui venait de nous être posée. Et quand je vous enverrai la vidéo, je vous enverrai le lien également. Voilà, et Marine vient de vous l'envoyer sur le chat en direct. Merci. Alors, donc, des accords d'entreprise ou de groupe peuvent également être négociés afin de mettre en place une politique en handicap. Que doivent-ils comporter et quel plan d'action peut-on mettre en place ? Alors, c'est le cas, hein, c'est vrai que les partenaires sociaux sont invités à conclure des accords agréés en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. C'est donc un accord d'entreprise de droit commun, soumis aux règles communes de la négociation collective, mais qui a cette spécificité de pouvoir faire l'objet d'un agrément de l'administration. Il est conclu pour 3 ans maximum, renouvelable une fois. Il prévoit la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Il permet aux entreprises de s'acquitter de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, dont on parlait au début de notre présentation. Il doit être précédé d'un état des lieux obligatoire avant de détailler le plan d'action, portant sur des données précises de la situation de départ et du taux d'emploi à partir des 3 dernières déclarations obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés. Il comporte obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire avec des objectifs d'emploi et un plan de maintien. Et au moins une des actions suivantes, à savoir un plan d'insertion et de formation et ou un plan d'adaptation aux mutations technologiques. On peut se reporter à l'instruction de la DGT du 7 janvier 2021 qui précise les modalités de mise en œuvre d'un accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Elle détaille cette instruction dans ses annexes, le plan d'embauche, le plan de maintien dans l'emploi, les actions de formation, les actions de sensibilisation, l'animation et le pilotage et propose une grille de bilan final de l'accord. Donc, c'est quand même une ressource intéressante. Je vous invite aussi Je précise que les données inscrites dans l'accord doivent être précises et chiffrées
les processus décrits avec précision et clarté, puisque c'est ce que l'administration, pour délivrer son agrément, va regarder. Et il faudra dresser un bilan à l'issue de cet accord. Je vous invite aussi à consulter le guide pratique des accords agréés mis en ligne par le ministère du Travail, qui est particulièrement intéressant et qui est quand même un bon outil de négociation et de construction de cet accord. Concrètement, on peut citer les types d'engagements pris dans certains accords, notamment au sein du groupe Hermès. L'accord du groupe énonce, par exemple, qu'après avoir réalisé un diagnostic conseil au niveau du groupe, une négociation a été décidée, alors en faisant en sorte que les futurs négociateurs syndicaux et les référents RH ont tous d'abord été formés. Avant de négocier, ils ont tous été formés à la problématique. Chaque partie prenante devait arriver à la négociation avec au moins 3 propositions sur chacun des 4 thèmes ouverts: recrutement, maintien dans l'emploi, développement des achats au secteur aidé et communication, sensibilisation. Je pense que c'est une bonne façon d'être un négociateur aguerri sur le thème, d'avoir été formé en amont. On peut citer aussi Tractable NJ, l'accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, implique des engagements sur plusieurs aspects: un plan de recrutement en externe, un processus d'intégration avec adaptation au poste de travail, ou encore mise en place d'un parrain, d'une marraine ou d'un tutorat. Il y a des mesures d'accompagnement pour le maintien dans l'emploi, en faveur de la mobilité ou du reclassement dans le groupe. Il prévoit la désignation d'un référent handicap. Il y a aussi prévu une aide au transport domicile-travail, des absences autorisées, un entretien annuel spécifique avec la fonction RH, la favorisation d'une collaboration avec les entreprises adaptées, ce qu'on appelle les EA, et les ESAT, établissements d'aide par le travail. Il prévoit aussi des formations à la sensibilisation ou encore la création d'une commission de suivi. Et pour conclure, on peut dire que plus l'entreprise sera sensibilisée, les acteurs se seront saisis de ces questions, et plus il sera simple, évidemment, pour les salariés concernés de faire valoir leurs droits. Et nous, on estime que c'est donc le moment de passer à l'action. Et oui, c'est très enrichissant d'avoir ces exemples concrets pour la mise en place de ces accords. Donc, nous arrivons au terme de cette webconférence. J'espère que ce format vous aura plu et que vous aurez obtenu les réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à contacter Maître Bélanger et Clémentine Picori pour tout conseil juridique. Et comme annoncé au début de la webconférence, Marine est en train de vous envoyer le lien qui vous donnera la possibilité de poser gratuitement votre question à nos juristes. Alors, j'invite également les élus qui seraient présents, enfin élus du CSE et délégués syndicaux qui seraient présents, à nous rejoindre sur nos 2 groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn. Nous pourrons continuer les échanges. Marine vous envoie les liens actuellement. Et je vous donne également rendez-vous donc à notre prochaine webconférence qui aura lieu mardi prochain, donc mardi 23 novembre à 14h. Cette webconférence s'adressera plus particulièrement aux chefs d'entreprise ou aux directeurs financiers, puisque Maître Fawaz vous donnera les clés pour gérer un contrôle fiscal en entreprise. Et Marine vient de vous envoyer le lien d'inscription à l'instant. Donc, merci encore à vous, Maître Bélanger et Clémentine, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Au revoir et j'espère à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence et profitez donc de cette 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées pour sensibiliser, vous aussi, les salariés de vos entreprises sur ce sujet. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.